T'as passé 12 ans à l'école. Tu sais conjuguer le subjonctif. Tu connais la bataille de Marignan. Tu peux réciter la formule de Pythagore dans ton sommeil. Mais quand il s'agit de gérer ton argent, de prendre de vraies décisions financières ou de construire une richesse qui pourrait transformer ta vie, l'école était muette, complètement silencieuse. Et ce n'est pas un hasard. Voilà la réalité qu'on t'a cachée. Selon les dernières études de la Banque de France, moins d'un Français sur deux est capable de répondre correctement à des questions financières de base. Ça veut dire que si tu es dans une pièce avec 10 personnes, 5 d'entre elles n'ont littéralement aucune idée de ce qu'elles font avec leur argent. Et honnêtement, c'est peut-être même optimiste. Je m'appelle Uncle Solal et depuis des années, j'étudie pourquoi certaines personnes construisent une vraie richesse pendant que d'autres galèrent de fin de mois en fin de mois, même avec des revenus similaires. Ce que j'ai découvert, c'est que la différence, ce n'est pas la chance. Ce n'est pas d'avoir des parents riches. Ce n'est pas de gagner 5 000 € par mois. La différence, c'est l'éducation financière. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre tout ce que l'école aurait dû te transmettre, mais ne l'a jamais fait. À la fin de cette vidéo, tu comprendras exactement où tu en es financièrement, comment créer un plan réaliste qui correspond à ta situation, et surtout, comment commencer à construire de la richesse, même si aujourd'hui, tu n'as rien de côté. On va parler d'un budget qui ne ressemble pas à une punition, d'une épargne de précaution qui te protège vraiment, de stratégies pour rembourser tes dettes intelligemment, des bases de l'investissement sans te noyer, et même de la question qui obsède tout le monde, acheter ou louer. Et voilà ce qui rend cette vidéo différente des autres. On ne va pas faire semblant que tout le monde ici gagne 4 000 € net par mois ou a des parents qui peuvent couvrir les coups durs. On va parler de vraie vie, de vrais budgets, de vrais problèmes que les gens rencontrent chaque jour en France. Alors si t'es fatigué d'être perdu avec l'argent, stressé par des conseils contradictoires ou angoissé pour ton avenir financier, reste jusqu'au bout parce qu'on va changer ça. Et si cette vidéo t'apporte quelque chose de concret, clique sur le pouce et abonne-toi parce que ton futur toi te remerciera. Ton point de départ financier. Commençons par quelque chose qui va peut-être te mettre mal à l'aise, mais qui est absolument essentiel. Comprendre où tu en es vraiment. La plupart des gens n'ont aucune idée de leur situation financière réelle. C'est comme vouloir aller quelque part sans savoir d'où tu pars. Tu penses peut-être savoir, mais sauf si tu as fait cet exercice récemment, tu as probablement tort. Ta situation financière se résume à 3 chiffres clés qui donnent une image complète de ta santé financière. Premier chiffre, ton patrimoine net. C'est tout ce que tu possèdes, moins tout ce que tu dois. Deuxième chiffre, ton cash flow mensuel. C'est tes revenus, moins tes dépenses. Troisième chiffre, ta marge de survie. C'est combien de temps tu pourrais tenir si tes revenus s'arrêtaient demain. Commençons par le patrimoine net, parce que ce chiffre t'en dit plus sur ta progression financière que n'importe quoi d'autre. Additionne la valeur de tout ce que tu possèdes, ton compte courant, ton livret A, ton PEA, si tu en as un, ta voiture, ton appartement, si tu es propriétaire. Maintenant, soustrais tout ce que tu dois. Crédit à la consommation, crédit étudiant, crédit voiture, prêt immobilier, les 200 € que tu dois à ton pote depuis 2 ans et que tu fais semblant d'avoir oublié. Le résultat, c'est ton patrimoine net. Et voilà ce qui pourrait te surprendre. Selon l'INSEE, le patrimoine médian des ménages français de moins de 30 ans est inférieur à 10 000 €. Pour les 30 à 40 ans, il monte autour de 80 000 €. Pour les 40 à 50 ans, il dépasse les 150 000 €. Si ton chiffre semble bas, tu n'es pas seul.
Mais maintenant, tu sais exactement où tu te situes. Ton cash flow mensuel révèle si tu avances ou tu recules chaque mois. Note chaque euro qui rentre et chaque euro qui sort pendant au moins un mois complet. Je sais que ça semble fastidieux, mais cet exercice t'apprendra plus sur tes habitudes de dépenses que des années d'angoisse vague. Le côté revenu, c'est souvent simple. Ton salaire net, tes éventuels revenus secondaires, les allocations CAF, tout ce que tu perçois réellement chaque mois. Le côté dépenses, c'est là que les gens ont des surprises. Loyer, transport, alimentation, énergie, assurance, remboursement de crédit, abonnement Netflix, Spotify, Amazon Prime, les achats impulsifs qu'on oublie aussitôt. Additionne tout et soustrais tes dépenses de tes revenus. Si le chiffre est positif, tu as un excédent. C'est excellent. Si c'est négatif, tu dépenses plus que tu gagnes. Et ça explique pourquoi ton découvert revient chaque mois. Et si c'est zéro, tu vis exactement au niveau de tes revenus, sans aucun filet pour les imprévus. Voilà quelque chose d'important. Mettons que ton excédent mensuel soit 200 €. Ça peut paraître peu, mais 200 € investis chaque mois avec un rendement de 7% par an, ça devient plus de 240 000 € en 30 ans. C'est la puissance de comprendre ton cash flow réel plutôt que d'espérer que ça s'arrange tout seul. Ta marge de survie est le troisième élément et probablement le plus important pour ta tranquillité d'esprit. Prends tes dépenses mensuelles et divise ton épargne liquide par ce chiffre. L'épargne liquide, c'est de l'argent accessible immédiatement sans pénalité. Ton compte courant, ton livret A, ton LDDS compte, ton PEA bloqué ou ton assurance vie avec des frais de rachat, moins. Si tes dépenses mensuelles sont 1 500 € et que tu as 3 000 € de côté, ta marge de survie est de 2 mois. La plupart des conseillers recommandent 3 à 6 mois de dépenses. Mais même un mois d'avance te place devant une grande partie des Français. Selon la Banque de France, environ 40% des adultes en France ne pourraient pas faire face à une dépense imprévue de 500 € sans s'endetter. Comprendre ces 3 chiffres te donne une clarté totale sur ton point de départ. Peut-être que ton patrimoine net est négatif à cause d'un crédit étudiant, mais ton cash flow est positif et progresse chaque mois. Peut-être que ton patrimoine semble correct parce que tu as un appartement, mais ton cash flow est serré et ta marge de survie quasi inexistante. Chaque situation demande une stratégie différente et tu ne peux pas créer un plan efficace sans savoir exactement d'où tu pars. Fixer des objectifs qui ont du sens. Maintenant que tu sais où tu en es, parlons de la façon dont la plupart des gens ratent complètement leurs objectifs financiers. Ils choisissent des chiffres arbitraires. Je veux économiser 5 000 €, je veux être sans dette, sans les connecter à ce qu'ils veulent vraiment de leur vie. Les vrais objectifs financiers partent de tes objectifs de vie, pas de montants choisis au hasard. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Peut-être la sécurité de ne pas être détruit financièrement par un imprévu. Peut-être la liberté de choisir un travail moins bien payé, mais que tu aimerais vraiment. Peut-être t'acheter un appartement, fonder une famille ou prendre ta retraite avant d'être trop vieux pour en profiter. Une fois que tu sais à quoi tu veux que ta vie ressemble, tu peux faire le chemin inverse pour trouver les exigences financières. Tu veux de la flexibilité professionnelle, il te faut une épargne de précaution plus importante et des charges fixes réduites. Tu veux acheter un appartement? Il te faut un apport, un bon dossier bancaire et des revenus stables. Tu veux partir en retraite tôt? Il te faut une vraie stratégie de construction de patrimoine, pas juste un livret A. Voilà la différence clé entre les gens qui atteignent leurs objectifs financiers et les autres. Les gens qui réussissent créent des objectifs précis, mesurables, avec des délais réalistes. Les autres formulent des vœux vagues sans échéance.
Au lieu de « je veux économiser plus », essaie « je veux économiser 15 000 € pour mon apport immobilier d'ici 24 mois ». Au lieu de « je veux rembourser mes dettes », essaie « je veux solder mes 8 000 € de crédit renouvelable en 18 mois ». Mais voilà où la plupart des gens se plantent. Ils se fixent des objectifs qui sonnent bien, mais sont complètement irréalistes par rapport à leur situation actuelle. Si ton excédent mensuel est 150 €, ne te fixe pas un objectif d'économiser 20 000 € en un an. La maths ne marche pas. Tu vas t'énerver et abandonner. Mieux vaut un objectif atteignable qui crée de la dynamique qu'un objectif impossible qui te fait lâcher au bout de 3 mois. Tes objectifs doivent aussi avoir différents horizons temporels. Les objectifs court terme, c'est ce que tu veux accomplir dans l'année qui vient. Construire une petite épargne de précaution, rembourser une dette. Les objectifs moyen terme prennent 2 à 5 ans. Économiser pour un apport immobilier, solder un crédit étudiant. Les objectifs long terme, c'est la retraite, l'indépendance financière ou financer les études de tes enfants. La beauté d'avoir des objectifs sur différentes durées, c'est que tu peux progresser sur plusieurs fronts simultanément. Peut-être que tu mets 50 € par mois sur ton épargne d'urgence, 150 € sur le remboursement d'une dette et 100 € sur ton apport. Chaque objectif alimente les autres. Et quand tu atteins un objectif court terme, tu peux rediriger cet argent vers les objectifs moyen et long terme. Le budget qui tient dans la durée. Parlons maintenant de ton plan financier sur 12 mois, autrement dit, le budget. Mais soyons honnêtes, la plupart des budgets échouent parce qu'ils sont trop restrictifs, trop compliqués ou complètement déconnectés de comment les gens vivent vraiment. Le mot « budget » fait penser à privation et tableurs interminables. Mais un bon budget, c'est l'inverse. C'est la permission de dépenser de l'argent sur ce qui compte pour toi, tout en t'assurant de ne pas saboter ton avenir. Pense à ton budget comme un plan de dépenses, pas une liste de restrictions. Il existe plusieurs approches qui fonctionnent selon les personnalités et les situations. La règle 50-30-20 suggère de consacrer 50% de ton revenu net aux besoins, loyer, alimentation, factures, 30% aux envies, loisirs, resto, shopping, et 20% à l'épargne et au remboursement de dettes. Simple et efficace si tu n'aimes pas traquer chaque euro. Le budget base 0 consiste à affecter chaque euro à une dépense ou un objectif avant de le dépenser. Revenu moins dépenses égale 0, non pas parce que tu dépenses tout, mais parce que chaque euro a un rôle défini. Cette approche convient aux gens qui aiment le contrôle et veulent maximiser chaque euro. La méthode des enveloppes consiste à mettre du cash dans différentes enveloppes par catégorie. Quand l'enveloppe est vide, c'est fini pour le mois dans cette catégorie. Cette méthode fonctionne très bien pour les gens qui ont tendance à trop dépenser parce qu'elle rend la dépense concrète. Quelle que soit l'approche choisie, ton budget doit prévoir les dépenses irrégulières qui arrivent dans l'année. Assurance voiture, cadeaux de Noël, abonnement annuel, entretien du logement, frais médicaux. La plupart des gens oublient ces coûts, puis se demandent pourquoi ils ne tiennent jamais leur budget. Mets de côté chaque mois une somme pour ces dépenses ponctuelles. Ton budget doit aussi inclure une part de plaisir. Un budget qui ne laisse aucune place à ce qui te fait du bien, c'est un budget qui ne tiendra pas. Prévois de l'argent pour sortir, te divertir, tes hobbies. L'essentiel, c'est d'être intentionnel sur ces dépenses plutôt que de les laisser arriver par accident. Épargner intelligemment. L'épargne intelligente, ce n'est pas juste laisser traîner de l'argent sur ton compte courant où l'inflation grignote sa valeur lentement. C'est comprendre la différence entre les types d'épargne et utiliser les bons outils pour chaque objectif. Commençons par l'épargne de précaution
probablement le concept financier le plus important que personne ne veut considérer avant d'en avoir désespérément besoin. Une épargne de précaution, c'est de l'argent mis de côté spécifiquement pour les vraies urgences. Pas pour les soldes de ta boutique préférée, pas pour un week-end improvisé. Le conseil classique dit qu'il te faut 3 à 6 mois de dépenses. Si tes charges mensuelles sont 1 800 €, on parle de 5 400 à 10 800 € qui dorment sur un compte. Pour quelqu'un qui boucle tout juste ses fins de mois, c'est comme dire qu'il faut 1 million d'euros. Mais voilà, ne pas avoir d'épargne de précaution, c'est comme conduire sans assurance. Tu peux t'en sortir pendant des années, mais quand quelque chose merde, ça merde vraiment. Ta voiture tombe en panne. Tu as une grosse facture dentaire que la Sécu ne rembourse pas entièrement. Ton employeur décide qu'il n'a plus besoin de toi. Sans épargne de précaution, ces situations te poussent dans le crédit. Tu mets la réparation de la voiture sur ta carte. Tu prends un crédit personnel pour le dentiste. Ce qui était un imprévu temporaire devient un fardeau financier à long terme, avec des taux d'intérêt qui rendent le problème initial bon marché par comparaison. Alors, comment construire cette épargne quand on arrive à peine à joindre les deux bouts? Commence petit et sois stratégique. Même 50 € par semaine, ça fait 2 600 € en un an. Ce ne sera pas 6 mois de dépenses, mais ça couvrira la plupart des petits imprévus sans t'endetter. La clé, c'est de traiter cette épargne comme une facture obligatoire, pas comme de l'argent restant si par miracle il en reste à la fin du mois. Parce que honnêtement, il n'en reste jamais, sauf si tu le décides volontairement. Automatise tes virements d'épargne. Mets en place un virement automatique de ton compte courant vers ton livret A chaque jour de paie. Commence par ce qui ne te mettra pas à découvert, même si c'est 20 € par semaine au début, ou garder cette épargne. En France, tu as des options excellentes et défiscalisées, le livret A, taux garanti par l'État, entièrement disponible, sans impôts ni prélèvements sociaux sur les intérêts. C'est le premier réflexe pour l'épargne de précaution. Le LDDS, livret de développement durable et solidaire. Même logique que le livret A, avec un plafond différent. Le LEP, livret d'épargne populaire. Si tes revenus ne dépassent pas un certain plafond, c'est le placement sans risque le mieux rémunéré de France, souvent au double du livret A. Ce qu'il faut éviter pour l'épargne de précaution, les placements bloqués type PEL ou assurance vie en phase de capitalisation. L'idée, c'est d'avoir de l'argent disponible quand tu en as besoin, pas quand la banque décide que tu peux y accéder. Les dettes, comprendre et éliminer. Si tu portes des dettes à taux élevé tout en essayant d'épargner, tu essaies de remplir un seau avec un trou dedans. Les mathématiques de la dette sont brutales. Mais comprendre comment la dette fonctionne vraiment est crucial pour prendre de bonnes décisions financières. Toutes les dettes ne se valent pas. Voilà le premier point essentiel. La bonne dette t'aide à construire du patrimoine ou à augmenter ton potentiel de revenus. Un prêt immobilier est généralement considéré comme une bonne dette parce que l'immobilier s'apprécie généralement dans le temps et les intérêts sont partiellement déductibles dans certains cas. Un crédit étudiant peut être une bonne dette s'il mène à des revenus qui compensent largement son coût. La mauvaise dette, c'est de l'argent emprunté pour acheter des choses qui perdent de la valeur ou ne génèrent pas de revenus. Le crédit voiture entre dans cette catégorie parce que les voitures se déprécient rapidement et tu paies des intérêts sur quelque chose qui vaut moins chaque mois. Le crédit à la consommation utilisé pour des achats courants, c'est de la mauvaise dette parce que tu paies des intérêts sur des vêtements, des restaurants, des gadgets qui ne te rapportent rien financièrement. La très mauvaise dette, c'est le crédit à taux élevé utilisé pour la consommation. Le crédit renouvelable,
Les avances sur carte, les crédits avec des taux au-dessus de 15% sont du poison financier. Si tu as ce type de dette, l'éliminer devrait être ta priorité financière absolue numéro 1, même avant de construire ton épargne de précaution. Voilà pourquoi les chiffres sont aussi dévastateurs. Si tu as 5 000 € de crédit renouvelable à 20% d'intérêt et que tu ne paies que le minimum, tu rembourseras plus de 12 000 € au total et mettras plus de 20 ans à t'en sortir. Pendant ce temps, si tu avais investi ce même argent avec un rendement de 7%, il aurait grandi jusqu'à plus de 40 000 € en 30 ans. Le coût d'opportunité d'une dette à taux élevé, c'est pas seulement les intérêts que tu paies, c'est aussi la richesse que tu aurais pu construire avec cet argent. 2 méthodes principales pour rembourser ces dettes. La méthode boule de neige consiste à rembourser d'abord le solde le plus petit, quel que soit le taux d'intérêt. Tu paies le minimum sur toutes les dettes et tu mets tout l'argent supplémentaire sur la plus petite. Une fois soldé, tu prends ce que tu payais dessus et tu l'ajoutes au paiement sur la dette suivante. Cette méthode crée des victoires psychologiques rapides qui maintiennent la motivation. La méthode avalanche consiste à rembourser d'abord la dette au taux d'intérêt le plus élevé, quel que soit le montant. Mathématiquement, ça t'économise plus d'intérêt. Mais ça peut sembler décourageant si ta dette au taux le plus élevé a aussi le solde le plus important. Les deux fonctionnent. La méthode boule de neige marche souvent mieux pour les gens qui ont besoin de victoires rapides pour rester motivés. L'avalanche est plus efficace mathématiquement, mais demande plus de discipline. Un mot sur le crédit étudiant en France. Les prêts étudiants garantis par l'État sont généralement à des taux très compétitifs. Si tu en as un, vérifie d'abord si tu bénéficies d'un différé de remboursement et compare le taux avec le rendement potentiel d'un investissement. Dans certains cas, notamment si ton taux est inférieur à 2%, rembourser en avance n'est pas forcément la stratégie la plus optimale. Mieux vaut peut-être investir la différence. Les bases de l'investissement. Maintenant qu'on a couvert les aspects défensifs, budget, épargne, remboursement de dettes, parlons de la stratégie offensive qui construit réellement de la richesse dans le temps. C'est là que la plupart des gens bloquent, parce qu'investir semble compliqué, risqué et intimidant. Mais voilà la réalité. Ne pas investir est en fait la décision financière la plus risquée que tu puisses prendre, parce que l'inflation va lentement détruire le pouvoir d'achat de l'argent qui dort sur ton livret A. Quand tu investis de l'argent, tu achètes essentiellement une part de quelque chose que tu penses vaudra plus à l'avenir. Tu peux acheter des parts d'entreprise via des actions, prêter de l'argent à des entreprises ou à l'État via des obligations, ou posséder des parts d'immobilier via différents véhicules d'investissement. La magie opère grâce à ce qu'on appelle les intérêts composés. Tu gagnes des rendements non seulement sur ton investissement initial, mais aussi sur tous les rendements déjà accumulés. Ça commence lentement, mais avec le temps, ça devient incroyablement puissant. Un exemple simple qui va te marquer, si tu investis 100 € par mois à partir de 25 ans, avec un rendement annuel moyen de 7%, à 65 ans, tu auras plus de 520 000 €. Mais si tu attends tes 35 ans pour commencer à investir ces mêmes 100 € par mois, tu n'auras que 240 000 € à 65 ans. Ce délai de 10 ans t'a coûté 280 000 € alors que tu n'as investi que 1 200 € de moins en tout. Voilà pourquoi le temps est ton actif le plus précieux en matière d'investissement, pas le montant de départ. Où investir en France? Pour la plupart des gens, surtout ceux qui démarrent, la réponse est étonnamment simple et encadrée fiscalement. Le PEA, plan d'épargne en action,
est l'enveloppe de référence pour investir en bourse en France. Après 5 ans, tous les gains et dividendes sont exonérés d'impôts sur le revenu. Tu ne paies que les prélèvements sociaux à 17,2%. Tu peux investir dans des fonds indiciels, ETF, qui répliquent les grands indices comme le CAC 40, l'Euro Stoxx 50 ou même des indices mondiaux via des ETF éligibles au PEA. L'assurance vie est l'autre enveloppe incontournable. Après 8 ans, tu bénéficies d'abattements fiscaux importants sur les retraits. Tu peux y loger des fonds en euros, capital garanti, rendement modeste, et des unités de compte, fonds investis en bourse, plus risqués, mais plus rentables à long terme. L'assurance vie est idéale pour les objectifs à moyen et long terme. Le PER, plan d'épargne retraite, est conçu spécifiquement pour la retraite. Les versements sont déductibles de ton revenu imposable, ce qui crée une économie d'impôt immédiate. L'argent est bloqué jusqu'à la retraite, sauf exception. Donc, à ouvrir si tu as une tranche marginale d'imposition significative. La stratégie d'investissement la plus efficace est d'une simplicité déconcertante. Les ETF, trackers, à faible frais qui répliquent le marché mondial, sont probablement ton meilleur pari. Ces fonds possèdent de minuscules parts dans des centaines ou des milliers d'entreprises, ce qui répartit ton risque tout en captant la croissance globale de l'économie. Le MSCI World, qui regroupe les 1500 plus grandes entreprises mondiales, affiche une performance historique d'environ 8 à 10% par an sur les 30 dernières années. Ça inclut les crises pétrolières, le krach de 2000, la crise financière de 2008 et le Covid. Le marché monte et descend à court terme, parfois violemment, mais sur de longues périodes, il a toujours récompensé les investisseurs patients. Voilà ce que la plupart des gens font de travers avec l'investissement. Ils pensent qu'ils doivent choisir des actions individuelles, anticiper les mouvements du marché ou trouver une stratégie secrète qui bat tout le monde. En réalité, essayer de battre le marché mène généralement à de moins bons résultats qu'acheter simplement un ETF diversifié et le conserver pendant des décennies. Même les gérants de fonds professionnels peinent à battre les ETF indiciels de façon consistante après frais. Ta stratégie d'investissement devrait être ennuyeuse, pas excitante. Les stratégies excitantes sont généralement synonymes de spéculation risquée. Les stratégies ennuyeuses, investir régulièrement dans des ETF diversifiés tout en réinvestissant les dividendes, ont créé plus de millionnaires que tous les plans enrichissement rapide jamais inventés. Et les krachs boursiers? Oui, tes investissements perdront de la valeur parfois, peut-être beaucoup. Pendant la crise financière de 2008, les marchés ont perdu plus de 50% de leur valeur. Au début du Covid, en 2020, ils ont chuté de plus de 30% en quelques semaines. Ces baisses font peur, mais elles sont temporaires si tu maintiens une perspective long terme. Voilà la vérité contre-intuitive sur les krachs. Ils sont en réalité bons pour les jeunes investisseurs qui alimentent régulièrement leurs comptes. Quand les prix baissent, tes versements réguliers achètent plus de parts à prix réduit. Quand le marché se redresse, ce qu'il a toujours fait historiquement, ces parts supplémentaires deviennent très précieuses. C'est comme avoir une réduction sur ta future richesse. Ta stratégie d'investissement devrait être ennuyeuse, pas excitante. Les stratégies excitantes sont généralement synonymes de spéculation risquée. Les stratégies ennuyeuses, investir régulièrement dans des ETF diversifiés tout en réinvestissant les dividendes, ont créé plus de millionnaires que tous les plans enrichissement rapide jamais inventés. Et les krachs boursiers? Oui, tes investissements perdront de la valeur parfois, peut-être beaucoup.
Pendant la crise financière de 2008, les marchés ont perdu plus de 50% de leur valeur. Au début du Covid, en 2020, ils ont chuté de plus de 30% en quelques semaines. Ces baisses font peur, mais elles sont temporaires si tu maintiens une perspective long terme. Voilà la vérité contre-intuitive sur les cracks. Ils sont en réalité bons pour les jeunes investisseurs qui alimentent régulièrement leurs comptes. Quand les prix baissent, tes versements réguliers achètent plus de parts à prix réduit. Quand le marché se redresse, ce qu'il a toujours fait historiquement, ces parts supplémentaires deviennent très précieuses. C'est comme avoir une réduction sur ta future richesse. Acheter ou louer. Acheter ou louer son logement est l'une des plus grandes décisions financières que tu auras à prendre, et ce n'est pas aussi simple que beaucoup le pensent. Le conseil classique dit que louer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres, alors qu'acheter construit du patrimoine. Mais c'est une simplification excessive d'une décision complexe qui dépend de nombreux facteurs propres à ta situation. En France, l'accession à la propriété est souvent présentée comme un rite de passage. Mais être propriétaire vient avec des coûts significatifs que beaucoup de primo-accédants ne voient pas venir. Au-delà du remboursement mensuel, taxes foncières, assurance habitation, charges de copropriété si tu es en appartement, travaux d'entretien et de rénovation. Prévoir au minimum 1% de la valeur du bien par an pour les travaux. Sur un appartement à 250 000 €, c'est 2 500 € par an juste pour l'entretien courant. Voilà un scénario réaliste. Tu achètes un appartement à 250 000 €. Avec un apport de 20%, il te faut 50 000 € de départ, plus les frais de notaire, environ 7 à 8% dans l'ancien, soit 17 500 à 20 000 €. Ton remboursement mensuel sera autour de 1 000 à 1 100 €, mais tu payeras aussi la taxe foncière, les charges de copro, l'assurance, les travaux éventuels. Compare ça à louer un bien similaire pour 1 200 € par mois sans les responsabilités de propriétaire. Si tu investissais les 50 000 € d'apport, plus la différence de mensualité dans des ETF à 7% de rendement annuel, tu pourrais te retrouver plus riche en restant locataire, selon la hausse de l'immobilier dans ta ville et la durée pendant laquelle tu restes. Le point d'équilibre achat/location se situe généralement entre 5 et 7 ans selon le marché local et les chiffres précis. Si tu envisages de bouger dans moins de 5 ans, louer est probablement plus judicieux financièrement. Si tu prévois de rester 10 ans ou plus, acheter est souvent plus avantageux financièrement, tout en offrant la stabilité que beaucoup de gens valorisent. La voiture, ce gouffre discret. La décision la plus importante concernant ta voiture n'est ni la marque, ni la couleur, ni si elle a des sièges chauffants. C'est combien tu es prêt à laisser les coûts de transport détruire ton potentiel de construction de patrimoine. En France, le coût moyen de possession d'une voiture dépasse souvent 500 à 700 € par mois quand on intègre crédit, assurance, carburant, entretien et stationnement. Voilà des maths inconfortables qui vont te faire reconsidérer la belle voiture neuve en vitrine. 500 € de mensualité investis à 7% de rendement annuel sur 40 ans deviennent plus d'1,3 million d'euros. Ce SUV ne te coûte pas 500 € par mois, il te coûte potentiellement plus d'1 million en patrimoine retraite. Soudain, la bonne vieille berline d'occasion commence à paraître très attrayante. La clé d'un achat de voiture intelligent, c'est comprendre le coût total de possession, pas se focaliser sur la mensualité. Les concessionnaires adorent les clients qui demandent « Combien ça fait par mois ?»
parce qu'ils peuvent manipuler la durée du crédit pour atteindre n'importe quelle mensualité cible tout en maximisant leurs profits. La meilleure question, c'est: quel est le montant total que je vais payer sur la durée du crédit et à quoi d'autre pourrait servir cet argent? La meilleure stratégie voiture, c'est d'acheter des véhicules d'occasion fiables avec du cash quand c'est possible. Laisse quelqu'un d'autre encaisser la dépréciation massive des premières années pendant que tu conduis un véhicule parfaitement fonctionnel qui te transporte d'un point A à un point B sans saboter ton avenir financier. Retraite. Ne pas procrastiner. Parlons de quelque chose qui semble infiniment loin, mais est en fait l'objectif financier le plus important de ta vie. La planification retraite n'est pas juste une question d'avoir de l'argent quand tu seras vieux. C'est une question de liberté de choix tout au long de ta vie. En France, le système de retraite par répartition garantit une pension de base, mais elle est souvent insuffisante pour maintenir son niveau de vie. Selon la CNAV, le taux de remplacement moyen, c'est-à-dire la pension en pourcentage du dernier salaire, est d'environ 50 à 60% pour les salariés du privé. Si tu gagnes 2 500 € net aujourd'hui, tu pourras espérer 1 250 à 1 500 € de retraite de base. Est-ce que ça correspond à la vie que tu veux avoir à 65 ans? La règle générale est qu'il te faut environ 70 à 80% de tes revenus actuels pour maintenir ton niveau de vie à la retraite. Si tu gagnes 2 500 € net, tu as besoin de 1 750 à 2 000 € mensuels. Avec une retraite de base à 1 300 €, il te manque 450 à 700 € par mois à trouver ailleurs, soit via l'épargne personnelle, soit via une retraite complémentaire. En utilisant la règle des 4%, pour générer 600 € par mois de revenus complémentaires, tu as besoin de 180 000 € de capital investi. Ce chiffre peut sembler impossible, mais rappelle-toi la puissance des intérêts composés et du temps. Si tu commences à investir 200 € par mois à 25 ans avec 7% de rendement annuel, tu arrives à plus de 520 000 € à 65 ans. En France, les outils dédiés à la retraite, le PER individuel, plan d'épargne retraite, te permet de déduire tes versements de ton revenu imposable. Si tu es dans la tranche à 30%, verser 1 000 € sur un PER ne te coûte en réalité que 700 € après économie d'impôt. L'argent est investi et récupérable à la retraite sous forme de rente ou de capital. L'assurance vie reste l'enveloppe la plus flexible, sans plafond de versement et avec une fiscalité avantageuse après 8 ans. Tu peux combiner des fonds en euros sécurisés et des unités de compte investies en ETF pour un profil rendement/risque adapté à ton horizon. La chose la plus importante, c'est de commencer le plus tôt possible et d'être régulier dans tes versements, même si les montants sont faibles au départ. Chaque année de retard te coûte des dizaines de milliers d'euros en patrimoine retraite potentiel. Passer à l'action. Alors, comment passer concrètement de la compréhension de ces concepts à leur mise en œuvre dans ta vie réelle et compliquée? La réponse n'est pas compliquée, mais elle n'est pas toujours facile non plus. Le succès se résume à créer des systèmes qui fonctionnent automatiquement, même quand la motivation flanche. Première étape, l'automatisation. Automatise tes virements d'épargne, tes remboursements de dettes
tes versements sur PEA ou assurance vie. Quand l'argent se déplace automatiquement de ton compte vers tes objectifs, tu n'as pas besoin de volonté ou de te souvenir de faire les virements manuellement. Tu ne peux pas non plus dépenser de l'argent déjà affecté à tes objectifs. Programme ton salaire pour qu'une partie parte directement sur ton livret A et sur tes investissements. L'objectif, rendre l'épargne aussi facile que possible et la dépense légèrement plus difficile. Deuxième étape, suivre ta progression régulièrement sans obséder sur les fluctuations à court terme. Vérifie ton patrimoine net tous les trimestres, pas chaque jour. Revois ton budget chaque mois. Consulte tes comptes d'investissement quelques fois par an, mais ne prends pas de décision basée sur les mouvements du marché à court terme. Troisième étape, intégrer de la flexibilité dans ton système. La vie va te lancer des imprévus qui vont dérégler ton plan financier parfaitement organisé. Tu auras des dépenses inattendues, des changements de revenus, des urgences familiales. La clé, c'est d'avoir un système qui peut plier sans se rompre. Quatrième étape, te former continuellement. Tes connaissances financières doivent grandir avec le temps et tes stratégies doivent évoluer avec ta situation. Ce qui marche quand tu es célibataire et locataire ne marchera peut-être plus quand tu seras marié avec des enfants et un crédit immobilier. Lis des livres, écoute des podcasts, prends des formations ou travaille avec un conseiller financier indépendant quand ta situation devient suffisamment complexe. Méfie-toi de quiconque essaie de te vendre des produits d'investissement coûteux ou te promet des rendements trop beaux pour être vrais. Cinquième étape, patience et persistance. Construire de la richesse, c'est comme faire pousser un arbre. Tu plantes des graines, tu les arroses régulièrement, tu les protèges des tempêtes et tu attends que la croissance composée fasse sa magie. Il n'y a pas de raccourci sans risques inacceptables. Et quiconque te dit le contraire essaie probablement de te prendre ton argent. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en 1 an et sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 10 ans. Le succès financier se construit par de petites actions cohérentes, répétées sur de longues périodes. Rater un mois de versement n'est pas une catastrophe. Rater 10 ans de versement, ça l'est. Tu as maintenant tout ce dont tu as besoin pour maîtriser tes finances personnelles. Tu comprends où tu en es aujourd'hui, comment te fixer des objectifs qui ont du sens, comment créer un budget qui tient dans la durée, comment épargner intelligemment et rembourser tes dettes de façon stratégique. Comment commencer à investir pour construire de la richesse à long terme. Et comment prendre des décisions éclairées sur les grands achats comme le logement et la voiture. Le fossé d'informations qui te gardait perdu sur l'argent n'existe plus. Le seul fossé qui reste, c'est celui entre savoir quoi faire et le faire réellement. Ce fossé se comble par l'action, pas par plus de recherche, de planification ou d'attente du moment parfait qui n'arrive jamais. Ton avenir financier est déterminé par ce que tu fais maintenant, pas par ce que tu sais ou ce que tu envisages de faire un jour.